Bonjour, bienvenue au cours sur la sécurité des systèmes d'exploitation. Cette présentation constitue le chapitre 3 de la partie Windows. Elle introduit la problématique des vulnérabilités logicielles et les solutions proposées par Windows pour éviter leur exploitation, tout au moins la compliquer. Voici l'agenda de la présentation. Nous allons tout d'abord introduire le concept de vulnérabilité et plus précisément les vulnérabilités dites bas niveau qui concernent les systèmes d'exploitation. Nous allons ensuite passer en revue les mécanismes prévus par Windows pour éviter les vulnérabilités ou tout au moins leur exploitation, voire pour en limiter les conséquences. Les premiers mécanismes que nous allons voir sont ceux intégrés au système d'exploitation et puis ceux apportés par la suite Windows Defender. Nous allons voir ensuite tous les mécanismes proposés par Windows qui permettent de restreindre les conséquences d'une contamination éventuelle avec les mécanismes dits Mandatory Integrity Control, App Container, AppGuard et puis pour terminer Windows Sandbox. Les systèmes d'exploitation sont des logiciels très complexes, avec des dizaines, même des centaines de milliers de lignes de code qui peuvent contenir des bugs. Certains d'entre eux pouvant nuire au bon fonctionnement du système d'exploitation, mais également certains d'entre eux introduisant des vulnérabilités qui peuvent être exploitées pour contourner les mécanismes de sécurité. De telles vulnérabilités sont souvent introduites par du code trop permissif, qui ne teste pas assez, qui ne restreint pas assez les conditions d'utilisation. On peut alors exploiter ces vulnérabilités de différentes manières. Par exemple, pour écrire en mémoire du code ou des informations qui n'ont pas été prévues. On peut vouloir profiter de l'état transitoire, par exemple d'un processus, en faisant tourner un autre processus en parallèle qui va profiter du moment précis où cet état transitoire se produit. On parle alors de race condition. On peut profiter d'un contrôle d'accès manquant sur une fonction ou une donnée donnée dans un état donné. On peut exploiter une implémentation de cryptographie inadaptée, typiquement avec des secrets codés en dur en mémoire, etc. Toutes ces vulnérabilités peuvent potentiellement offrir à un attaquant un angle d'attaque qui va lui permettre d'exécuter son code, qui va lui permettre de changer ses privilèges, qui va lui permettre de découvrir des secrets qui vont lui donner d'autres accès, etc., etc. L'objectif ici n'est pas d'étudier ces vulnérabilités logicielles et leur exploitation, mais voici quand même un petit schéma rapide pour illustrer le principe de dépassement de tampon de buffer overflow. On voit sur ce schéma la pile d'exécution qui est créée et manipulée par les compilateurs C et C++ pour gérer le flux d'exécution, en particulier l'appel de fonctions d'appel en appel. La pile d'exécution est une structure mémoire qui appartient au processus en cours d'exécution. Elle est ainsi nommée car le processus y entasse ses appels de fonctions, plus précisément les arguments avec lesquels la fonction est passée, puis les variables locales déclarées à l'intérieur de la fonction, et aussi les adresses de retour ou retournées lorsque la fonction termine son exécution. Cette adresse de retour étant empilée juste avant les variables locales de la fonction, il est possible dans certaines circonstances d'écrire plus d'informations que prévu dans l'une de ces variables locales jusqu'à pouvoir écraser le contenu de l'adresse de retour et donc provoquer un branchement à une adresse non prévue du code lorsque la fonction se termine. Il suffit donc que l'attaquant ait réussi à installer son code interpréteur quelque part en mémoire et de faire en sorte que l'écrasement de l'adresse de retour provoque un saut du programme à la fin de l'exécution de la fonction au début du code de l'interpréteur.
Évidemment, ces vulnérabilités sont connues aujourd'hui. Et les compilateurs, tout d'abord, intègrent maintenant toute une série de mécanismes de défense pour éviter les vulnérabilités et leur exploitation, typiquement avec des mécanismes comme les canaries. Mais c'est également le cas des systèmes d'exploitation qui intègrent également des défenses pour ce que les compilateurs ne peuvent pas faire. Voici un tableau qui résume l'introduction de ces mécanismes de défense par Windows, depuis Windows XP jusqu'à Windows 10. Ces protections s'appellent KPP, DEP, ASLR, CFG. Voyons voir ce que ça veut dire. KPP, tout d'abord, signifie Kernel Patching Protection, aussi connu comme PatchGuard. Ce mécanisme protège les structures sensibles du noyau, comme la, la table de description des services SSDT ou la table de description des interruptions IDT. DEP signifie Data Execution Prevention. L'idée de DEP consiste à marquer des zones mémoire comme contenant des informations non exécutables, notamment les parties qui peuvent être écrites. Les pages mémoire writable ne peuvent plus être exécutées. L'idée est de protéger l'injection de code. L'attaquant qui réussirait à injecter son propre code, typiquement son interpréteur, ne pourrait ensuite pas l'exécuter. Cette protection a néanmoins des limites, typiquement avec les méthodes ROP, Return Oriented Programming, qui permettent de les contourner. SMEP est un peu du même style. SMEP signifie Supervisor Mode Execution Protection. L'idée, c'est pas d'empêcher de pouvoir exécuter du code dans cette zone mémoire, mais plutôt d'empêcher d'exécuter du code dit de ring 0, donc de niveau du noyau. ASLR est quelque chose de complètement différent. ASLR veut dire Address Space Layout Randomization, ou en français distribution aléatoire de l'espace adressage. Il s'agit d'une technique qui permet de placer de façon aléatoire les zones de données dans la mémoire virtuelle. Il s'agit en général de la position du heap, du tas, de la stack, de la pile, et des librairies chargées par le programme. En faisant ainsi, on limite les effets des attaques par dépassement de tampons qui ont toutes les peines du monde à trouver le code qu'elles auraient injecté ou le code qu'elles chercheraient à appeler via les techniques ROP, puisque l'adresse à laquelle ce code se trouve ne peut pas être prédite. Quant à CFG, pour Control Flow Guard, c'est un mécanisme qui permet de vérifier que tous les sauts du code qui sont effectués le sont à l'intérieur de l'espace adressable du processus courant. En gros, le mécanisme construit une bitmap des adresses accessibles et vérifie avant chaque jump ou opération de saut du genre que l'on reste dans cet espace. Les mécanismes KPP et SMEP sont activés par défaut dans Windows. Pour les autres, il faut en fait préciser à la compilation s'ils sont applicables ou pas. Pour vérifier à l'intérieur d'une instance de Windows quels sont les processus qui ont les protections DEP, ASLR et autres CFG activées, on peut utiliser l'outil phare de la suite sysinternals, à savoir Process Explorer. Process Explorer est une version bien améliorée du Task Scheduler de Windows qui permet de visualiser beaucoup d'informations sur les processus et leurs threads qui sont en cours d'exécution. On voit sur cette copie d'écran en particulier qu'on peut visualiser l'état des flags DEP, ASLR et CFG. En plus des mécanismes que nous venons de voir et qui permettent à Windows de lutter contre les vulnérabilités et leur exploitation, Windows peut également compter sur la suite de protection Microsoft Defender qui inclut bien plus que juste l'antivirus Windows Defender. Parmi les outils que la suite propose,
Il y a tout d'abord le Defender ATP, Defender Advanced Threat Protection, qui est plutôt un outil préventif qui permet de remonter dans le cloud des patterns dans le but de pouvoir les corréler avec d'autres patterns et d'apprendre sur les patterns significatifs d'attaque et être capable par la suite de les anticiper avec les autres outils. Ces autres outils sont Defender Exploitation Guard et Defender Application Guard. Le premier cherche à éviter les exploitations, donc ce sont des mécanismes complémentaires à ceux que nous venons de voir, alors que le second est un outil de confinement qui va en fait confiner une éventuelle contamination du navigateur Microsoft Edge pour éviter que cette contamination se propage plus loin dans d'autres applications et d'autres ressources. Microsoft Defender Exploitation Guard, tout d'abord, est un ensemble de mécanismes de prévention des intrusions livrés avec Windows 10. Il est complété de 4 modules qui visent à limiter encore un peu plus les vecteurs d'attaque et bloquer les comportements couramment utilisés dans les attaques de logiciels malveillants. Le module de protection contre l'exploitation est un ensemble de mesures d'atténuation des exploits qui remplace l'outil précédent appelé Enhanced Mitigation Experience Toolkit, EMET. Le second module vise à réduire la surface d'attaque. Il comprend un ensemble de contrôles, 15 règles en fait, pour empêcher les logiciels malveillants d'entrer sur la machine en bloquant les menaces communes basées sur les logiciels Office, Adobe, les scripts et les emails. Quant au module de protection du réseau, il protège la machine contre les menaces web en bloquant tout processus sortant vers des hôtes IP non fiables via les fonctionnalités de Microsoft Defender Smart Screen. Defender Smart Screen étant le prédécesseur mais limité à Microsoft Edge, qui en gros compare les sites visités avec une liste dynamique de sites connus comme étant malveillants et qui compare les fichiers téléchargés avec des fichiers malveillants connus pour être téléchargeables sur le web. Et pour terminer, le module qui contrôle les accès aux dossiers protège en fait les données sensibles contre les ransomware en empêchant les processus non fiables d'accéder aux dossiers protégés de l'utilisateur. Le module Exploit Protection commence par forcer la SLR sur le processus protégé et ajoute quelques mécanismes de protection. Il y a un mécanisme anti-ROP, Anti-Return Oriented Programming. Le ROP étant une technique pour s'échapper des mécanismes DEP qui empêchent l'exécution du code qu'on a écrit en mémoire. Le module Exploit Protection ajoute aussi un mécanisme de défense appelé CEOP pour Structured Exception Handling Overrides Prevention. Le SEH étant un mécanisme de traitement des exceptions, Windows ayant un traitement par défaut qu'il propose, et l'exploit consiste à provoquer un dépassement de buffer dans ce mécanisme plutôt que sur la pile. Et Exploit Protection propose bien d'autres mécanismes du même acabit qui permettent donc de protéger le code en cours d'exécution contre les problèmes de corruption de mémoire et similaires. Le second module de Defender Exploit Guard vise donc à réduire la surface d'attaque en appliquant des règles restrictives sur des actions connues comme étant probablement significatives d'infection. Voici quelques-unes de ces règles. En tout premier lieu, bloquer les exécutables qui étaient en pièce jointe d'un email, que ce mail ait été ouvert dans un client mail ou bien dans un navigateur. La seconde règle empêche toute application Office de créer un processus FIS, activité tout à fait anormale. Viennent ensuite encore quelques règles de bizarrerie anormale provenant d'applications Office, puis des activités suspectes
dans le browser, typiquement l'exécution de JavaScript ou de VBScript, qui essayerait de démarrer un exécutable qui vient d'être téléchargé. Et je vous laisse lire les autres qui sont du même type. Comme déjà dit, la protection réseau de Defender Exploit Guard repose sur Defender Smart Screen. Par rapport à Smart Screen, non seulement la protection est étendue à d'autres programmes que Microsoft Edge, mais en plus, les vérifications vont au-delà des URL et binaires potentiellement dangereux depuis Microsoft Edge. Et pour terminer, le quatrième module de Defender Exploit Guard, celui qui contrôle l'accès aux dossiers protégés, permet simplement d'établir une liste blanche des dossiers qu'il est normal que l'on puisse écrire avec des programmes peu fiables. Là encore, qu'est-ce qu'un programme peu fiable? C'est un programme qui n'a pas été whitelisté. Donc en fait, on définit explicitement les applications qui sont autorisées à écrire dans ces folders. Voici un exemple de mise en pratique de ces défenses, extrait d'un article sur le blog TechNet de Microsoft. Je vous invite d'ailleurs à aller lire cet article, il est assez court. L'article raconte comment les équipes de sécurité de Microsoft testent a posteriori la résistance de leurs techniques de mitigation face à de véritables exploits qui ont été des 0D. Un 0D, c'est une vulnérabilité qui est exploitée par un attaquant avant que la vulnérabilité ne soit annoncée et donc que le patch soit disponible. L'article détaille deux exemples, nous allons revenir sur le second un peu plus tard quand on parle d'App Container. Celui-ci, c'est le premier. C'est un exploit de la librairie Win32 au niveau kernel, à savoir Win32k.6. Le 0D exploite une faille dans la fonction setWindowTextW qui permet, je pense, d'afficher le titre de la fenêtre, mais peu importe, d'une fenêtre Windows. Et en fait, la faille permet d'écrire ailleurs en mémoire, et dans l'exploit, il utilise cette faille pour récupérer un token system, donc un access token system, appartenant à un système, et pour écraser celui du processus courant, avec le résultat qu'on voit sur la petite copie d'écran, où on peut élever le privilège de Internet Explorer pour le faire tourner du niveau normal médium en niveau système. Le test réalisé par l'équipe consiste à faire tourner cet exploit dans un environnement protégé par Exploit Guard, et on voit alors que l'exploit est mitigé, donc il ne peut pas aboutir, simplement à cause des tests additionnels qui sont faits sur les appels à l'API Win32k, qui vérifient en gros que les appels sont cohérents. Avec Exploit Guard activé, le processus à exploiter plante et provoque un écran bleu de Windows. Et lorsque tous les mécanismes que nous venons de voir ne sont pas suffisants pour empêcher une contamination, une exploitation, il y a une deuxième ligne de défense proposée par Windows qui consiste à confiner le mal dans l'application exploitée, à l'empêcher d'en sortir. Pour confiner les infections, pour les empêcher de se propager à l'intérieur du système, Windows propose plusieurs mécanismes. Le premier d'entre eux s'appelle Mandatory Integrity Controls et fait partie du système de contrôle d'accès. Pour simplifier, il donne des niveaux d'intégrité aux processus et aux ressources du système et exige des niveaux d'intégrité cohérents, compatibles, pour permettre l'accès de l'un à l'autre. Le deuxième de ces mécanismes de confinement proposés par Windows s'appelle App Container et reprend les principes et les concepts des containers, des containers à la Docker, en faisant tourner une application dans une sandbox qui contient toutes les ressources dont elle a besoin et en l'isolant des autres applications et des autres ressources dont elle n'a pas besoin.
Le troisième mécanisme est le mécanisme de Defender, AppGuard, qui lui va reprendre les concepts de la virtualisation pour isoler Microsoft Edge et ses ressources du reste du système. Quant au mécanisme nommé Windows Sandbox, c'est simplement la généralisation de AppGuard, mais à d'autres applications que Microsoft Edge. Le mécanisme du Mandatory Integrity Control a été introduit avec Windows Vista, avec l'idée de pouvoir isoler des processus d'un même utilisateur, donc qui tournent sous la même identité, mais avec des niveaux de confiance différents. Typiquement, les processus et ressources provenant du navigateur ouvertes sur Internet sont a priori moins dignes de confiance que les programmes installés par l'administrateur local et les ressources créées par l'utilisateur. Le système permet donc d'introduire un nouveau concept, la notion d'intégrité, niveau d'intégrité, qui va être associé aussi bien aux processus qu'aux ressources du système, les fichiers, la registrie, etc. Ces niveaux d'intégrité sont inscrits dans les access tokens et dans les security descriptors et hérités aux processus FIS et aux objets contenus, typiquement les sous-dossiers, en même temps que les groupes et privilèges des access tokens et que les DACL et SACL des security descriptors. Les niveaux d'intégrité sont comparés et appliqués par le SRM comme les autres autorisations. Il y a différentes stratégies qui peuvent s'appliquer, mais la stratégie de base la plus simple et la plus évidente consiste à empêcher un processus de niveau d'intégrité inférieur à celui exigé par une ressource d'écrire dans cette ressource. Il faut donc voir ces autorisations basées sur les niveaux d'intégrité comme un complément à ceux appliqués par les DACL. Ils permettent d'isoler une application d'une autre application, en tout cas d'isoler les applications d'un niveau d'intégrité haut des applications de niveau d'intégrité bas. Voici les 5 niveaux d'intégrité prévus par Windows, allant de 0 à 4, chacun étant représenté par un SID, et c'est ainsi qu'il est stocké dans l'Access Token ou dans le Security Descriptor. Le niveau 2 est le niveau médium attribué par défaut aux applications démarrées par l'utilisateur dans sa session Windows. S'il élève ses privilèges pour devenir administrateur, alors le niveau de ces processus va passer à niveau 3, le niveau haut. Tous les services qui tournent sous système vont tourner au niveau 4. Plus bas, on prévoit deux niveaux, 1 et 0. Niveau 1, c'est typiquement les processus qui ne sont pas de confiance, qui sont démarrés par l'utilisateur, typiquement via son navigateur. Et puis le niveau 0, là, c'est vraiment des processus sans aucune confiance qui ne sont pas censés écrire où que ce soit. Les niveaux d'intégrité peuvent être observés sur les processus en utilisant l'outil de la suite sysinternals Process Explorer, comme on le voit sur cet exemple. Et ils peuvent être vérifiés sur les ressources en utilisant l'outil ICA-CLS que nous avons déjà vu, où justement le I a été rajouté à la version précédente de l'outil pour permettre de visualiser et de modifier ces niveaux d'intégrité. Si on regarde de plus près cette copie d'écran du Process Explorer, on a mis en highlight deux séries de processus. Deux processus de Internet Explorer et deux processus d'Adobe Acrobat. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a un processus médium qui a engendré un processus FIS low. Ces processus FIS correspondent en fait à des tabulateurs, à des tables, à des onglets à l'intérieur de l'application. Les onglets, là où le contenu est manipulé, tournent donc avec un niveau plus faible que le processus principal qui les engendre. L'idée, c'est que ces contenus peuvent accéder à Internet
et peuvent récupérer du contenu qui est peu sûr, et même des scripts. Si ces scripts s'exécutent, ils s'exécuteront donc à l'intérieur de ce processus fils avec un niveau d'intégrité faible, ce qui les empêchera de pouvoir accéder à des ressources de niveau médium, c'est-à-dire toutes les ressources de l'utilisateur. Elles ne pourront pas écrire dedans. Comme elles tournent néanmoins sous le contrôle du processus père qui lui est médium, ce processus-là, lui, va être capable d'ouvrir des fichiers locaux pour autant que l'utilisateur l'ait fait de manière explicite, en utilisant les menus de navigation fichier ouvrir. Ce mécanisme qui consiste à générer un processus fils de niveau d'intégrité plus faible pour ouvrir du contenu peu sûr s'appelle le mode protégé. C'est le Protected Mode d'Internet Explorer et qui existe également chez Adobe Acrobat. Malheureusement, ces mécanismes ne sont pas infaillibles et il y a différentes manières d'échapper au contrôle du niveau d'intégrité. Le premier est évident, si on est capable d'utiliser un exploit qui est au niveau kernel. Les niveaux d'intégrité ne s'appliquent qu'au niveau utilisateur en user mode. Mais il y a également d'autres possibilités moins sophistiquées. Tout d'abord, si on navigue sur un site web qui se trouve à l'intérieur d'une zone dite sûre, typiquement dans l'intranet, dans ce cas, la navigation ne sera plus en mode protégé et le niveau d'intégrité sera le niveau médium. Et en fait, si on a réussi à compromettre un navigateur qui tourne en niveau d'intégrité faible, on est quand même capable avec cet exploit de créer un site web local, donc dans l'intranet, de lui passer l'exploit pour que là il s'exécute au niveau médium. C'est QFD. Alors que le Mandatory Integrity Control vise surtout à éviter que des applications peu fiables accèdent à des ressources fiables, AppContainer est une véritable solution d'isolation de l'application du reste du système et des autres applications. AppContainer isole l'application en ce sens qu'elle restreint ses accès au matériel, au système de fichiers, à la base de registres et aux autres applications en général, au strict minimum, c'est-à-dire à son répertoire d'installation. Tout ce qu'elle doit pouvoir faire d'autre doit être explicitement autorisé sur le principe de la whitelist, la liste blanche. Enfin, plus exactement, tout ce qu'elle veut faire sans être explicitement demandé par l'utilisateur à travers une interface graphique. L'idée n'est donc pas de se méfier de l'utilisateur, mais plutôt des infections d'un quelconque malware qui essayerait d'accéder à des ressources autres que celles dont l'application a besoin. Un peu à l'instar des containers Docker ou des applications mobiles, une application qui est dans un app container doit être explicitement autorisée à utiliser les ressources système. Ces permissions explicites et spécifiques sont appelées capabilities. Donc par rapport au mécanisme de contrôle d'accès de base de Microsoft Windows, composé donc des autorisations DSCL et des niveaux d'intégrité, AppContainer apporte les capabilities qui forment une véritable isolation inter-application et également une plus forte isolation entre l'application et les ressources du système en général. Une application doit être générée pour AppContainer. AppContainer est donc une sandbox, mais une sandbox qui est compilée avec l'application. Beaucoup d'applications standards, telles que Internet Explorer ou Acrobat Reader, sont compilées ainsi et peuvent être enablées ou disablées via l'interface des settings. Si on reprend notre outil favori de la suite sysinternals, Process Explorer, et que l'on s'intéresse au processus d'Internet Explorer et puis d'Acrobat Reader, voici ce que l'on voit. Le niveau d'intégrité est montré en fait comme étant au niveau App Container. Et le Protected Mode est devenu le Enhanced Protected Mode.
Et si on s'intéresse aux détails du processus, en l'ouvrant avec le clic droit et Properties, on voit en fait les capabilities. Celles que l'on voit sur cet écran apparaissent de deux manières différentes, certaines sous forme de libellé, d'autres sous forme de SID. En fait, c'est Process Explorer qui est capable d'interpréter le SID de deux d'entre elles et pas des autres. Tout le SID qu'on voit et qu'on ne voit pas commence en fait par S1-15, qui est l'équivalent du Package Authority, Application Package Authority, l'autorité auquel sont rattachés les objets de App Container. Les deux premières capabilities apparaissent en clair et peuvent être interprétées probablement comme la possibilité pour l'application, pour le processus d'accéder aux certificats logiciels et ceux des smart cards et d'établir une connexion Internet. Les quatre autres sont moins évidentes, mais veulent dire en fait dans l'ordre où elles sont présentées, accès à la webcam et au microphone pour la première, accès aux notifications pour la seconde, accès à la localisation géographique, et puis la dernière, communication avec le broker. Le broker est en fait le processus de privilèges plus élevés, d'intégrité plus élevée, avec lesquels les applications de containers peuvent dialoguer pour utiliser leurs capabilities. En effet, on voit effectivement deux autres informations très importantes sur cette copie d'écran. D'une part, on voit que le app container a un SID, et d'autre part, on voit que le processus tourne à un niveau d'intégrité low, faible. Ces deux éléments nous renseignent en fait sur la manière dont le mécanisme app container fonctionne. Le niveau d'intégrité faible garantit que par défaut, le processus n'aura accès à aucune des ressources du système ou des autres applications, ni celles de l'utilisateur, puisqu'elles sont en principe au minimum à un niveau médium. Quant au SID de l'objet app container, on peut intuitivement le comprendre comme un contenant pour toutes les ressources de l'application. Les ressources de l'application sont créées dans une hiérarchie qui lui est spécifique, et le nom de cette hiérarchie est justement déduit de ce SID. C'est l'Object Manager qui s'assure que toutes les ressources créées par cette application dans App Container soient placées dans cette hiérarchie. Comme promis quelques slides auparavant, voici le deuxième exemple tiré de l'article sur le blog TechNet de Microsoft. Celui-ci met en exergue les possibilités de mitigation apportées par App Container avec un deuxième exemple de Zero Day, d'exploit Zero Day, qui est apparu à la même époque que le premier que nous avons vu auparavant, juste après en fait, et qui exploite une faille dans l'importation de fontes externes, qui permet de définir une fonction callback à appeler lorsqu'on invoque la fonte. Et on peut écraser, grâce à la faille, cette table de callback et appeler notre fonction à nous-mêmes. Donc l'exploit marche de la manière suivante. Il profite de cette faille pour exploiter... Enfin, il exploite cette faille pour modifier cette table et appeler une fonction qui est une fonction qu'il maîtrise et qui en fait est un gadget ROP qui va enchaîner d'autres gadgets ROP jusque in fine à exécuter un code qui ressemble beaucoup au premier exploit que nous avons vu et qui vole en fait un token système et qui l'utilise pour écraser l'access token du processus courant. Au final, on peut élever nos privilèges à système avec cet exploit. Avec App Container, l'exploit est contenu, tout simplement parce que la fonctionnalité de modification des fontes est une fonction qui invoque une fonction noyau, et celle-ci n'est pas accessible en mode d'intégrité faible, et donc l'exploit ne fonctionne pas. App Container a le premier handicap d'être
très exigeant, car faire tourner une application au niveau d'intégrité faible n'est pas évident. Il faut certainement lui donner pas mal de capabilities. Plus on lui donne de capabilities, plus on ouvre la porte à avoir accès à de nouvelles failles, notamment des failles noyaux si on donne accès à des fonctions noyaux, ou dans d'autres applications s'il faut dialoguer d'autres applications, ou simplement avec le broker. Pour faire fonctionner son application, on peut être tenté de rajouter beaucoup de capabilities, ça va plus vite que d'essayer de s'en passer. Et ce faisant, on élargit la surface d'attaque. Application Guard est une solution plus sophistiquée pour une sandbox dédiée à Microsoft Edge. Il ne s'agit plus simplement d'isoler l'application des ressources système et des autres applications, mais vraiment de l'isoler de l'OS. On va utiliser des techniques de virtualisation. Une faille dans le noyau n'est plus suffisante car on reste dans la sandbox. Pour sortir de la sandbox, il faut arriver à exploiter le niveau hyperviseur qui tourne en dessous. Et là, c'est quand même plus difficile car la surface d'attaque est bien plus réduite. En reprenant la vue schématique que nous avons déjà vue pour Mandatory Integrity Control et App Container, cette fois, on n'a pas une application qui est isolée du reste de l'environnement dans lequel elle tourne. On a véritablement un nouvel environnement qui est construit pour tourner notre application et cet environnement est séparé de l'OS de base. Donc on a vraiment le seul lien commun entre les deux, c'est l'hyperviseur. Application Guard peut être enablé, disablé via le control panel et la fenêtre que vous voyez sur cet écran. Et on peut régler plus ou moins finement les settings sur sa manière de fonctionner. Le principe de base est que tout site qui ne rentre pas dans une liste de sites de confiance va être ouvert dans une fenêtre Application Guard. Donc en fait, on va ouvrir un navigateur avec l'Application Guard activé pour poser ce site. Évidemment, l'inconvénient d'un tel fonctionnement, c'est que chaque fois que l'on veut ouvrir un nouveau site à risque, si on en ouvre beaucoup, si on a l'habitude de laisser beaucoup d'onglets ouverts, eh bien on risque de se retrouver avec une mémoire assez vite très très chargée par toutes ces instances de navigateurs qui tournent chacune dans une machine virtuelle dédiée. Ce principe de lancer des applications dans des machines virtuelles dédiées a été introduit par Joanna Rutkowska avec son OS sécurisé Qubes, que je vous invite à aller regarder, QUBES, et a probablement de fortes chances de devenir la base, le concept de base pour les OS desktop du futur. En tout cas, c'est la voie que semble prendre Windows, avec la généralisation de ce concept Application Guard à d'autres types d'applications. Ce principe de lancer des applications dans des machines virtuelles dédiées a été introduit par Joanna Rutkowska avec son OS sécurisé Qubes, que je vous invite à aller regarder, QUBES, et a probablement de fortes chances de devenir la base, le concept de base pour les OS desktop du futur. En tout cas, c'est la voie que semble prendre Windows, avec la généralisation de ce concept Application Guard à d'autres types d'applications. Le concept est résumé sur cet écran. On retrouve exactement le même principe, des machines virtuelles dédiées à des applications et qui ne partagent entre elles que l'hyperviseur. Sauf mécanisme sécurisé pour correspondre entre elles, là encore, je vous invite à aller voir l'OS Qubes. L'implémentation actuelle de Sandbox par Windows permet surtout de démarrer des applications sensibles ou des utilisations d'applications dans des contextes sensibles pour ne pas laisser de traces, ne pas impacter la machine. En fait, la Sandbox Windows est une application qui ouvre une fenêtre avec un desktop Windows complet, vierge ou quasiment.
C'est une machine virtuelle avec un OS sosie de celui de la machine hôte. Le desktop contient principalement l'explorateur de fichiers et le navigateur web Edge. Sandbox reprend le principe des Disposable VM introduites par Qubes. Le principe est un OS qui démarre systématiquement avec la configuration et les outils prédéfinis dans lesquels on peut manipuler des logiciels, des données sensibles avec un risque minimal d'impacter l'OS du host. Tout ce qui se passe dans cette instance de l'OS reste dans cette instance, jusqu'à ce qu'on l'arrête. Il redémarrera dans le même état initial la prochaine fois. Connecté à Internet par défaut, on peut installer tout ce qu'on veut dans la sandbox. Mais on perd tout quand on la ferme. Il faut recommencer les installations à chaque fois. Sandbox doit être enablé explicitement dans la configuration de Windows, dans les features additionnelles, comme on le voit simplement en checkant la checkbox qui correspond. Après un reboot, la fonctionnalité est installée et on peut la configurer pour nos besoins personnels. L'OS Windows qui tourne dans la Sandbox est une copie de l'installation hôte. Certaines ressources immutables, comme les exés et librairies de ces Windows, sont même directement partagées avec cette dernière pour alléger l'image disque. Seules les ressources mutables sont dupliquées, générant ainsi une image réduite d'environ 500 mégaoctets en tout, soit 30 mégaoctets en format compressé avant enabling. La copie du système hôte tourne dans un container Windows, où les ressources matérielles sont allouées de manière plus subtile que dans une simple VM. La mémoire physique allouée est adaptée par le gestionnaire de mémoire de l'OS hôte en fonction des autres processus qui y tournent. La mémoire allouée aux ressources immutables partagées avec l'OS hôte n'est pas dupliquée. Ainsi, les DLL systèmes comme ntdll.dll ne sont chargés qu'une seule fois dans une portion mémoire partagée. Le scheduling, pour le CPU, est décidé par le scheduler du host. L'OS qui tourne dans la sandbox surveille la consommation de la batterie, tout comme le host, de manière à être capable d'ajuster l'allocation de ressources sur un laptop. La copie du système hôte tourne sur l'hyperviseur Hyper-V, mais les ressources matérielles sont allouées de manière plus subtile que pour une simple VM. On peut invoquer la sandbox en lui passant une configuration XML qui permet de spécifier une configuration de démarrage différente de la configuration par défaut. Relativement basique, cette configuration permet notamment de enabler, disabler certains paramètres comme la connexion réseau ou l'utilisation de l'accélération graphique par une GPU, une Graphical Processing Unit. Elle permet aussi de partager des folders avec le hôte, en lecture seule ou également en écriture. Ceci est nécessaire par exemple pour installer un logiciel au démarrage. Des commandes à exécuter au démarrage de la session de la sandbox peuvent en effet être précisées, typiquement pour installer l'un de ces logiciels. Les fichiers de configuration doivent avoir une extension WSB pour Windows Sandbox. Ils seront ainsi automatiquement associés à l'application Sandbox, lorsqu'on double-cliquera dessus, ce qui permettra de la lancer avec la configuration désirée. D'autres éléments se configurent ailleurs. Par exemple, le copier-coller doit être configuré en l'enablant ou en le disablant via les GPO ou bien les locales GPO. Voilà, j'en ai terminé avec la revue des mécanismes de protection d'exécution introduits par Windows. Il faut donc noter qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a une étude très active. On a discuté de la stratégie Windows Defender, les exploits Guard, on a vu App Container aussi,
qui permettent de protéger même contre les érodés. On a vu un exemple, une étude de cas. Il demeure que, il est possible d'évader ces mécanismes de défense, on en a aussi parlé. Et puis surtout, c'est quand même des mécanismes qui alourdissent beaucoup le développement d'applications et leur fonctionnement et leur déploiement. Et donc ils ne sont pas systématiquement appliqués, en tout cas pas aussi loin qu'ils pourraient l'être. Donc il reste des failles. La faille Eternal Blue MS-17, qui reprend l'arsenal laissé par les Shadow Brokers, en est un exemple. Et nous allons l'utiliser dans les exercices et les labos pour montrer que le système Windows n'est pas infaillible. Ces failles, donc, qui arrivent à échapper aux mécanismes de protection et de mitigation, permettent d'exécuter du code sur une machine distante, permettent d'en prendre le contrôle en élevant ses privilèges, et au final, de faire plus ou moins ce que l'on veut sur la machine. C'est ce que nous allons voir par la pratique. En guise de conclusion, quelques recommandations. Utilisez les dernières versions de Windows, donc Windows 10 pour le desktop. Essayez d'utiliser autant que possible les security features en utilisant App Container, et si c'est pas possible, d'utiliser les niveaux d'intégrité, c'est-à-dire le Mandatory Integrity Control. Utilisez Exploit Guard. Et puis, au moins pour les applications sensibles comme les navigateurs, activez App Container, voire Application Guard si vous utilisez Edge. Maintenant, si vous vous trouvez dans la position de l'attaquant, typiquement pour faire un test d'intrusion, ben dites-vous bien qu'il y a des chances que le propriétaire du système que vous devez tester n'ait pas activé tout ça, tout au moins pas partout pour les raisons déjà évoquées. Et puis rappelez-vous qu'il existe des failles qui peuvent être exploitées indépendamment de tout ça, comme Eternal Blue dont on vient de parler. Voilà, bonne sécurisation ou bon test d'intrusion.